Salut à vous, petits et gros tentacules, bienvenue dans cette émission du dimanche tellement bazar que j'ai un temps court pour la faire. Parce que papa, ce matin, j'ai eu des poussins. Bon, en fait, il y a 10 minutes. Ce matin, je suis allé chercher une méga nouvelle cabane pour mes canards. Ce qui, au passage, sympa. Hein. Je dis souvent que ma région, c'est quand même des chasseurs, des alcoolos et des fachos, parce qu'il y en a beaucoup, mais rencontre très agréable avec un monsieur qui fait des sculptures de madame toutes pas habillées, mais avec des écrous. Donc c'est voilà, il a vraiment un boulot étrange. Et puis sinon, il est restaurateur de vieilles voitures, mais vieilles voitures, quand les voitures, il y avait du bois dedans. Donc c'était vraiment une rencontre passionnante. Je vais retourner chercher des trucs pour les canards demain chez lui. Donc je vais visiter son atelier. Enfin voilà, c'est cool. La haute patate, il n'y a pas que des fâcheux chasseurs alcoolos, donc c'est cool. Et puis voilà. Et puis donc du coup, bizarrement, hein, pour en revenir à mes poussins, les poussins naturellement, pour ceux qui sont pas au courant, c'est au printemps. Voilà. C'est possible d'en avoir à d'autres périodes, mais il faut forcer la nature. Genre, c'est ce qu'on fait en élevage, hein. Mais là, en fait, c'est tellement déréglé la météo et le climat que mes poules sont naturellement pensées que ok, on est au printemps, tout va bien. Et elles m'ont fait des poussins qui ne passeront pas l'hiver si on ne s'adapte pas. Donc on est en train de transformer la caisse à chien en fait en truc à poussins pour qu'ils tiennent sur le début d'hiver, parce que là octobre-novembre, sinon ils vont canner en novembre, hein, les poussins. Donc c'est le bordel. J'avais des arbres à planter cet après-midi, ça va être compliqué. Enfin voilà. Donc j'ai fini de raconter ma vie, mais c'était vous partager ma joie. Alors aujourd'hui, on va rester sur le délire, parler d'un truc à venir, parler d'un truc qui vient de sortir et parler d'un vieux truc à vous conseiller, voilà, si ça vous tente avant que ça disparaisse. Et puis j'avais rajouté quelques bouquins, mais du coup je suis tellement speed, je risque de faire ça un petit peu à l'arrache. Donc, dans les trucs à venir, Kamisha, je vais faire ma feignasse pour deux raisons. Un, j'ai présenté le kit. Et le kit en fait est relativement très bien fait au sens où en fait c'est ça, la version finale c'est le kit en beaucoup plus gros. Alors Kamisha, le jardin du thé c'est quoi? Vous jouez des aventuriers, le tout dans un thème, c'est même pas asiatique, hein, c'est vraiment japonisant, qui débarquent sur une petite île pour chercher le jardin du thé. Spoiler, le jardin du thé de la déesse du thé. Parce qu'on est dans un univers où en fait le thé, il a carrément des vertus magiques. Voir si tu fais n'importe quoi avec, ça peut devenir addictif, pas bon, enfin voilà, il y a vraiment des procédures rituelles à suivre, et Kamisha est très sympa, il t'offre un petit système, un gros univers bac à sable en fait pour la recherche du jardin du thé, pas mal de petits moments culturels, et puis un scénar à la fin qui non pas le scénar d'absolue résolution tout, mais au contraire qui vont vous lancer vos aventuriers en fait à leur arrivée avec il y a aussi toute une boîte à outils d'indices pour permettre de trouver les jardins du thé. Enfin voilà, c'est très bien. Kamisha, c'est par trois auteurs, bon, principalement un auteur, Loïc, et puis deux illustratrices qui ont aussi partagé ces idées. Donc c'est, que je ne dise pas de bêtises, Laetitia et Pauline. Et ils vont passer, enfin moi je les ai en Skype lundi soir parce que je les avais rencontrés à l'Octogone il y a 2 ans. J'ai vraiment trouvé que c'était des petits jeunes en 25 ans. Je suis un vieux con. Voilà, c'était vraiment des jeunes auteurs nouvelle vague bien intéressants. Puis j'ai bien aimé leur approche parce que justement on est dans le. Là j'aurais pu vous faire une vidéo comique au sens ouais Kamisha ils ont rien compris. Elles sont où les petites japonaises de manga avec des boobs disproportionnés, puis des petits queues, puis parce qu'effectivement on est dans un truc qui est plutôt, il peut avoir de la baston, hein, mais c'est quand même plutôt peaceful, avec une ambiance très paisible, recherche de sérénité, les illustrations voilà, qui vont avec l'ambiance. Je vais en montrer une ou deux. J'avoue que c'est illustration au pifomètre. Voilà. J'aime bien celle-là. Et puis, on va montrer quand même un visage, un portrait, comme on dit. Donc une grosse boîte à outils en fait qui est fournie aussi avec ses règles, hein, ses règles aussi bien pour la cérémonie du thé et l'effet du thé que pour simuler ton personnage, sachant qu'on c'est vraiment axé sur l'essence. Alors la fiche de perso fait 4 km, elle prend pas mal de place pour le thé, alors qu'en fait les pré-tirés, tiens je suis tombé dessus, les pré-tirés se résument vite, donc voilà c'est une fiche qui prend bien son temps, mais où t'as pas des règles méga compliquées. Tout ce qui est attributs, ça va un peu vous désarçonner parce qu'en fait on a des champs un peu à l'Empire des Cerisiers
la voix des courtisans, des sages, des guerriers et des travailleurs, bon, ça va être en gros vos compétences, voilà, vos connaissances techniques. Mais par contre, pour tout ce qui est attribut, c'est vraiment basé sur les sens. Il y a vue, ouïe, odorat, toucher et goût. Voilà. Donc bon, bah, c'est pareil, ça va vous permettre de simuler comme d'habitude. On n'est pas enfin voilà, on est détaché de l'habituelle perception perception de l'approche des déesses de force constitution. Là, ils ont vraiment pris une nouvelle approche. Donc bien joué les petits jeunes, avec une ambiance, voilà, on est un peu entre le mystique, le poétique. Il y a moyen de faire de la bagarre et puis de tuer des gens, hein, mais voilà, on- c'est pas Aventure à Rokugan. Voilà, j'aime bien Aventure à Rokugan, mais c'est pas du tout le même style. Ouais, même si on peut bouter des gens. Donc, rencontrer des Kami, partez à la recherche du jardin du thé, le tout dans Kamisha. Moi, j'étais surpris, j'avais eu un coup de cœur sur le kit. J'ai beaucoup apprécié rencontrer pour de vrai, en chair et en os, les deux illustratrices et l'auteur. Donc hop, je vous partage tout ça avec une interview lundi, où je les exploiterai à ce qu'ils présentent mieux leur propre jeu. Parce que sinon, honnêtement, je vais répéter ce que je dis sur le kit. Mon version, c'est juste plus. Voilà, c'est plus tout. L'aventure, c'est plus beaucoup grand que voilà, ça t'amène plus loin et t'as plus d'outils. Les règles, j'ai pas comparé. Il me semble qu'elles sont un peu plus épaisses quand même, hein, si. Et puis t'as beaucoup plus d'outils de background. Et ça va être à 30 balles, c'est édité par Possy et c'est tout juste en pledge ou bientôt en pledge. Kamisha. Donc de toute façon, interview des auteurs, les auteurs graphiques, les auteurs textuels. Pour moi, c'est lundi et puis ça pop dans la semaine. Tout simplement, hop, petite pause pour mes gorgées de café. Voilà, hop, fin de pause. Donc pendant qu'on en est à faire plein de trucs asifiants, petit Murakami Ryu Love and Pop, que j'ai lu il y a belle lurette, que je me remets à une vitesse d'escargot, j'en suis que là à relire, mais bon, je m'en souviens quand même bien. Et puis du coup, Murakami Ryu, j'avais envie d'en parler un petit coup. Pour ceux qui aiment le Japon, c'est avec le Japon autrement. Murakami, il écrit vraiment sur les travers sociaux en fait du Japon, et en fait c'est ça fait 2 fois en fait, c'est laid, ça change de voix. C'est sur les jeunes lycéennes collégiennes qui proposent leurs services d'accompagnement à des hommes plus mûrs, moyennant finance, mais pas forcément directement de l'argent. Ça peut être tiens, je t'achète ton sac Gucci, ton machin, ton truc, ton bidule, je te paye ta soirée. Voilà, donc c'est de l'escorting, hein. Et il y a pas un aspect réseau derrière. Voilà, les demoiselles, enfin les collégiennes, lycéennes, le font tout à fait volontairement. Bien sûr, en disant rien à leurs parents, c'est quand même pas très très bien vu. Et c'est de plein pied dans cet univers, avec sans jugement moral et une écriture qui suit les périples de jeunes filles qui rencontrent un monsieur, c'est leurs 24 heures, tout ce qui leur arrive. Et c'est une écriture très directe, elle n'est pas crue, mais par exemple, quand les personnages rentrent à un endroit où il y a plein de bruit, tu vas avoir les phrases des dialogues qui sont dits autour d'eux, qui sont fusionnés dans du gros bloc de texte. C'est-à-dire, ça va pas être des guillemets, machin il a dit à droite, hop, des guillemets, machin il a dit à gauche. C'est vraiment, tout est écrit en une seule et même ligne, et tu vas avoir des phrases différentes qui se mélangent. Des fois, tu as de la chance, tu as un point au milieu, je dis, c'est pas les mêmes noms. Donc oui, voilà, même tout l'aspect brouhaha de Tokyo va être symbolisé dans la forme d'écriture. T'as la même chose aussi quand à un moment t'as des jeunes filles qui regardent les rayons de boutique pour baver, et t'as tout ce qui se passe dans sa tête, et t'as toute une énumération de trucs de marque, machin. Mais t'as quasiment une page. C'est oppressant, pire qu'un catalogue de luxe, hein. Mais ça participe vraiment au style d'écriture. Après, c'est un livre très dur au sens où il est, même s'il est amoral, hein, au sens privatif de la morale, c'est-à-dire qu'on n'est vraiment pas dans un regard jugeant de quels que soient les participants de cette horrible aventure. On est vraiment en fait sur ce sentiment de vacuité. Voilà, les personnages semblent un petit peu creux parce que justement, ça reflète ce mal-être qu'il y a au Japon, du vide existentiel. Et pas qu'au Japon, hein. Oui, on est sur des gens et des personnages qui sont un peu creux parce qu'on est sur ce côté-là de l'être humain
quand on est sur du vide existentiel. Enfin, là par exemple dans les jeunes filles qu'on suit, il y en a pas qui font ça parce que oh là là, je suis écrasé par la misère, puis c'est pour faire manger ma famille. Non, c'est oh tiens, voilà, j'ai vu à la télé un sac Gucci, je veux le sac Gucci tout de suite. Il y a tout un traitement en fait du désir, mais du désir de consommation. Hein. Voilà, on n'est pas sur le désir charnel, on est vraiment sur le désir de consommation. Enfin, si des fois il y a un peu de traitement de désir charnel, mais bon. Mais sur oui, sur cette vacuité d'existence qui va pousser à la consommation et à la consommation absolument tout de suite. Il y a un très beau passage justement où justement une des gamines dit non, non, voilà, quand je veux un truc, il faut que je l'ai maintenant, parce que sinon demain j'en voudrais plus et j'aurais perdu cet instant de jouissance, de l'obtention du bien matériel. Et sa vie est tellement vide de sens que le seul truc qu'elle a trouvé pour avoir un sentiment d'existence et d'exaltation à un moment, bah c'est ça, c'est avoir un joli objet riche de luxe à un instant T. Et attendre ce prochain moment où la pub, la société consommatrice lui dira vas-y, là tu as un instant d'existence, tu as un désir à satisfaire, et tu seras, pendant ce bref instant, tu vas acquérir cet objet, jusqu'à ce qu'il n'ait plus beaucoup de valeur pour toi et que tu passes à l'objet suivant. Et c'est ça, voilà, c'est un peu un des cœurs du livre. Il y a aussi tout ce côté des vieux salaryman qui sont complètement seuls. Tu sens que c'était des anciens, même des anciens lycéens qui avaient jamais de copine, enfin qui sont très mal à l'aise avec les gamines, enfin, c'est à la fois excessivement malsain dans le fond des choses et avec une écriture très détachée, très descriptive par certains moments, mais à aucun moment l'écriture va tomber dans quelque chose qui va être glauque par l'écriture. Voilà, il y a très peu de passages qui sont comme ça, glauques par l'écriture. On va être dans le glauque par en fait ce que tu te rends compte qui est raconté en te décalant et en te prenant cette baffe existentielle sur le vide d'existence de ces gens et à quel point par la consommation de jeunes filles ou de sacs Gucci, ils tentent de combler leur mal-être intérieur parce qu'ils ne sont que vacuités. Ou en tout cas, ils se ressentent en miroir par rapport à la société que comme des êtres vides qui ont besoin de consommer. Donc c'est vraiment du beau livre, mais par sa forme d'écriture qui peut être assez aride et désagréable, et puis qui par son sujet peut être un petit peu genre c'est pas forcément pour tout le monde, voilà, parce que l'intérêt du livre c'est vraiment dans le thème de fond jusqu'où on peut aller, dans sa compréhension, dans ses réflexions, et l'outil pour t'y emmener c'est l'écriture, et j'ai dit Ryu, c'est pas mon copain, donc Monsieur Murakami en fait va le faire d'une manière très qui va t'immerger dedans, mais qui est rugueuse. Au dernier point sur ce bouquin, du coup, il s'est bien renseigné. Enfin, il a rencontré des jeunes escortes qui lui ont montré leurs textos, qui leur ont raconté leur nuit. Il a traîné dans les endroits justement où les mecs ils vont attendre. Parce que ça se passe pas du tout. En fait, t'as des zones de Tokyo où les mecs ils vont traîner en attendant que les jeunes qui viennent lui adresser la parole. Et puis, enfin, ouais, c'est extrêmement c'est glauque, hein, on va pas se mentir, c'est très glauque, par une écriture très détachée en fait de l'émotionnel, et il y a un émotionnel qui te reprend par derrière, un petit mot, coup de latte dans la gueule par la nuque, coup du lapin, parce que le sujet est tellement lourd et oppressant que ça en est, enfin, voilà. Pour ceux qui veulent découvrir le Japon autrement, pas du tout par ses facettes les plus sympathiques, de toute façon, Murakami, c'est un peu c'est son filon, quels que soient ses livres. Et voilà, moi, Love and Pop, il traînait dans un coin, ça faisait un moment que je me remets dedans, je me suis remis dedans, je me suis repris ma baffe, c'est de la bonne littérature. Et hop, après ma pause café, on reparle jeu de rôle, speedrun RPG, c'est de Frédéric Marin, j'allais dire Martin, n'importe quoi. Ouais, c'est le monsieur qui est derrière Argiropé, qui revient déjà avec Speedrun RPG, qui est un petit peu un ovni, parce qu'en soi, c'est pas exactement un jeu de rôle, c'est un manuel de réutilisation de tes vieux jeux de rôle, plus précisément de tes vieilles campagnes que toi et tes joueurs connaissaient par cœur. C'est important, tout simplement parce que l'aspect est un petit peu, ça ressemble à une pochette de PlayStation, et puis le speedrun, c'est un truc de jeu vidéo normalement. Bah oui, en fait, il prend les codes du speedrun et il les intègre au jeu de rôle. Et c'est vraiment ça d'ailleurs. C'est pas, tiens, on va essayer de créer des mécaniques pour jouer du speedrun, mais avec ce qu'est le jeu de rôle, c'est vraiment, tiens, il existe ça dans les speedruns. Un speedrun, c'est finir un jeu le plus vite possible
en utilisant les bugs, les défauts de programmation, les raccourcis non prévus par les concepteurs pour le faire le plus vite possible. Si possible, on se rajoutant des défis, genre ne jamais se faire voir par un ennemi, ne jamais se faire frapper par un ennemi, voilà, ce genre de trucs. Et ben en fait, ils proposent de faire ça, mais dans les campagnes que toi et tes joueurs, c'est important. Les joueurs doivent connaître en fait tu peux refaire un truc que tu as déjà joué, de refaire en fait cette campagne le plus vite possible. Des exemples qu'ils utilisent, par exemple, c'est la ville mouvante pour Darkers en une soirée. Alors que bon, normalement, c'est un peu 6 mois de jeu, hein, voilà. Et donc, ça se passe en fait sur de la méta-règle. Attention, parce que d'habitude, quand on dit méta-règle en jeu de rôle, c'est des règles qui touchent les êtres humains autour de la table, autour de leurs ordinateurs, comparé aux règles qui touchent les personnages. Là, on est sur une couche de règles qui en fait se rajoute sur n'importe quel type de système. Parce que bien évidemment, le but du jeu, c'est pas de jeter l'ancien système à la poubelle, au contraire, faut le garder, mais tu as des outils de hacking. Avec en fait tous les trucs qui se passent d'habitude dans les jeux vidéo, ça peut être munitions infinies, je saute à 6 mètres, ou ce genre de trucs. Tous les joueurs vont pouvoir utiliser tous les cheat codes en fait une fois par action, donc ça speed un peu tout. Sachant que plus vous allez utiliser ce genre de truc, plus il y a des chances de générer des petits bugs. Alors, les petits bugs, c'est pas forcément de la partie à la planter, hein. Mais ça peut être du genre mon cheval se déplace dans les 3 dimensions, les habits de machin ils disparaissent, oh tiens, moi mon sprite, donc mon apparence visuelle dans le monde, elle va être disproportionnée, un PNJ se met à parler en allemand alors que bon, on joue à Rokugan par exemple, et l'allemand n'existe pas, mais c'est pas grave, j'ai un personnage qui va se mettre à parler en allemand. Voilà, c'est ce genre de petits bugs comme ça. Certains gueulent déjà au génie, hein. Voilà. Je sais plus lequel des frères A gueule déjà au génie, mais il y a des gens qui s'enthousiasment parce que c'est du petit ovni. En plus, c'est visuellement très sympa. Enfin, ça rappelle vraiment nos jaquettes de jeux vidéo. L'illustrateur, je vais aller rechercher son nom parce que je trouve qu'il fait un super boulot. On a vraiment cette impression des vieux sprites 2D tellement beaux et sympas. Puis je vais en rechercher un autre, tout en noir. Hop, le fantôme. Ça, par exemple, c'est une technique, c'est le rock and jump. Sauter plus haut grâce à un tir de roquette, bien évidemment. Hop, les dashs sur les murs. C'est tout ce qui est pratiqué, un exemple de bug, tout ce qui est pratiqué dans les jeux vidéo, mais vraiment mis pour le jeu de rôle. Hop, des personnages. Voilà, donc cet illustrateur s'appelle Vlad Pidopriora et il a vraiment fait quelque chose de... Enfin, moi je trouve ces petits sprites 2D super, ça colle vraiment bien à l'ambiance. On voit quand même vraiment bien le dessin. Voilà, avec la barre de chargement, des lectures comme dans nos vieux jeux. Enfin, c'est du tout sympathique. Donc c'est disponible à partir de maintenant sur je sais plus quelle plateforme. Donc Frédéric, t'es gentil, tu passes en dessous, tu fais ta pub, j'ai pas ton commentaire. Voilà. Pareil, hein, les camicheux, quand aussi le pledge il est déjà là, vous me le dites, et puis comme ça je le mets dans les liens en dessous. De toute façon, on en reparle lundi. C'est pareil, hein, Frédéric Marin, il vient quand il veut pour qu'on puisse parler de speedrun, parce que j'aime bien le speedrun. Et il y a bien un an, je m'étais tordu les méninges, en m'imaginant comment on peut amener le speedrun dans le jeu de rôle. Justement, j'étais pas du tout parti sur on met une méga couche de règles par-dessus, mais vraiment, ça serait quoi les outils pour jouer du speedrun depuis le jeu de rôle. Bon, on va être clair, ça existe déjà en fait, ça s'appelle l'optimisation, hein, voilà. Et puis le seul truc en plus, c'est il faut que les personnages connaissent les règles par cœur. Et puis tu peux tricher sur comment dire. Donc toi, les tirages de caractéristiques, au lieu de faire oh je jette 3d6, vous commencez, vous avez 18 partout, quoi. Mais voilà, le hacking de jeux vidéo, enfin, le hacking de jeux de rôle comme dans un mode de jeu vidéo, ça serait commencer ton DD avec 18 dans toutes les caracs, connaître le scénar par cœur, et puis jouer avec des dés pipés pour avoir un pourcentage de sortir des 20 critiques plus élevé. Mais en ayant toujours la possibilité de vous taper un 1. Enfin voilà, Speedrun RPG, c'est un ovni. C'est de qui? C'est donc de Frédéric Marin et je ne massacre pas son nom, Vlad Pidopriora, qui est vraiment, moi j'ai un artiste que je connaissais pas, j'ai vraiment apprécié. C'est pour qui? Voilà, c'est pour les vieux joueurs qui ont envie de rejouer leur vieille campagne sur une nouvelle approche.
C'est pour tous les passionnés de jeux de rôle qui sont aussi passionnés de jeux vidéo, qui vont se dire ah, putain, il y a quelqu'un qui a créé, qui a tenté en tout cas une création sur l'interconnexion des pratiques de speedrun et de faire ça en jeu de rôle, donc très intéressant. Et puis bon, pour les collectionneurs ludiques en général, qui aiment bien les petits énigmes, qu'est-ce qu'on peut faire avec notre passion. Voilà, vous avez un petit bébé. En plus, ouais, c'est tout léger. Je sais pas du tout à combien il est parce que j'ai eu la chance de l'avoir bien avant sa sortie officielle. Frédéric m'a écrit, il me dit ouais, tiens, il y a ça, je te l'envoie. Je fais oui, vas-y, envoie. Donc j'étais content. Il y avait embargo, j'avais pas le droit d'en parler jusqu'à maintenant. Donc là, je peux enfin en parler. Donc je suis content parce que c'est vraiment c'est de l'OVNI. J'avoue que c'est un sujet que j'aurais pas traité comme ça et qui m'est justement déjà passé à travers le crâne. Donc ouais, Frédéric, si tu veux venir discuter de comment tu as réussi à nous prendre speedrun, c'est quoi l'histoire du speedrun, t'es le bienvenu. Bon là, il y a déjà plein d'interviews cette semaine, donc c'est pas pour maintenant. Mais ouais, voilà, d'ici 2-3 semaines, on se prend le temps tranquille, tu nous parles de speedrun. De toute façon, hein, il est déjà en dispo, je pense que c'est sur... j'allais dire c'est de la merde. Je sais plus. Voilà. Il est déjà disponible, on n'a pas d'impératif de pledge, de machin. Mais ouais, hop, donc c'est du qui on sait, c'est pour qui on sait, c'est quoi, mais c'est ça, c'est des conseils et puis des descriptions de c'est quoi les techniques de jeux vidéo que vous allez pouvoir reprendre sur vos jeux de rôle, mais en méta-règles sur les règles normales. Donc en fait, c'est des règles qui sont très vaporeuses, il y a très peu de mécaniques qui sont en termes de dés. C'est vraiment des voilà, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça, ils peuvent faire ça. Et puis Psy c'est peut-être très mal expliqué. Donc, je vais vous prendre un exemple de qu'est-ce qu'on peut faire. Par exemple, bon, la hitbox, partie invincible mais sensible d'un élément qui délimite l'espace qu'il occupe, parce qu'effectivement à chaque fois il t'explique aussi ce que c'est. Voilà, un PJ qui se sert de cette aptitude connaît immédiatement la taille maximum de la hitbox d'un ennemi ou d'un objet pour pouvoir interagir. J'aurais pas dû prendre un truc qui fait une page d'explication. Benoît, sois malin, prends un truc, voilà, court. Locker, cible automatiquement un ennemi ou un objet. Cela focalise un personnage sur sa cible et l'emplacement exact de cette dernière reste connu tant que le personnage concentre son action sur celle-ci. Même si un mur venait à s'interposer entre le PJ et la cible, on peut le loquer qu'une seule cible à la fois. Genre, oh machin le magicien, vous savez que dans l'histoire là il va se rendre invisible pour fuir, tu utilises ça, hop, toi tu l'as loqué, tu peux continuer à le taper. Voilà, et son invisibilité, elle est complètement, on s'en fout. Voilà. Et si tous les joueurs utilisent ça, vous pouvez continuer à taper le personnage qui, dans le scénario, devait pouvoir s'enfuir en étant invisible pour revenir 3 scénars plus tard et hop, là vous court-circuitez le truc, vous chopez le magot tout de suite et vous court-circuitez le scénar et au lieu d'avoir voilà scénar 1, 2, on va imaginer que ce magot qui s'enfuit c'était le scénar 2, vous court-circuitez tout, vous supprimez les scénars 3, 4 et 5 et vous passez directement au scénar 6 de la campagne. Ces genres de trucs, voilà le speedrun. C'est un exemple concret. Bon, hop, repose et recafé pour moi. Et nous allons parler de Terry Pratchett, bien sûr connu pour les annales du Disque Monde, pour ses quelques tentatives, genre stratagème de mémoire, j'ai pas révisé, d'un peu de SF, mais aussi c'est lui qui a fait Johnny Maxwell, qui est vraiment très très bon. Moi j'ai lu ça, j'étais un jeune adolescent, enfin je l'ai lu à sa sortie quoi. J'avais vraiment bien aimé. Il est sur ma table de chevet, des trucs à relire, je l'ai pas encore relu, mais j'en ai vraiment de super souvenirs. Rien qu'en lisant le petit Catherine, je me dis ah ouais c'est ça cette histoire, c'est ça cette histoire. Et en fait en gros c'est Stranger Things sans la meuf avec ses pouvoirs, et puis voilà, on est dans les mêmes tranches d'années. On est sur une petite bande de potes qui vont être confrontés à des trucs un peu chelous. Genre les extraterrestres de mon jeu vidéo, à un moment, au lieu qu'on ça soit bagarre, ils se rendent. Puis là, il se passe des trucs. Ou vous rencontrez une SDF, mais une SDF sans domicile fixe temporel. Et là, il se passe des trucs. Et à chaque fois, en fait, c'est ça. La petite bande de gars, bon, c'est surtout Johnny et ses potes, parce que Johnny se sent impliqué. C'est ça, Johnny, il a pas d'autre pouvoir que se sentir impliqué. Quand il croise des situations, il se sent impliqué, et puis il veut intervenir, et puis aider les gens, et puis... et en fait, voilà, on a 4 personnages de jeu de rôle, adolescents, un petit peu archétypaux, qui vont rencontrer des situations fantastiques, surnaturelles, et qui vont aller foutre leur nez là-dedans. Il y en a aussi, c'est des morts qui viennent demander leur aide parce que ils vont nous niquer la gueule pour un permis de construire. Enfin, on est vraiment sur des petites aventures sympas. Et puis si vous avez un ado qui aime bien lire, c'est vraiment le Terry Pratchett pour adolescents, ça passe crème, c'est vraiment tout choupi agréable.
Et si vous aimez jouer les trucs un peu à les Stranger Things, c'est une pile d'inspiration pour jouer à la Stranger Things, sachant que on est quand même beaucoup moins glauque que dans du Stranger Things. Hein. Après, vous pouvez adapter pour faire un petit peu plus glauque, mais à mon avis, le bon plan, c'est de prendre du Into the Hood, et n'importe quoi. Putain, je me tarterai. Comment il s'appelle? Et j'ai vraiment des trous de mémoire moi, en ce moment. Hein. Et Alzheimer quitte ce corps. Le Tale from the Loops. Voilà, tu reprends les règles de Tale from the Loops, tu joues à Tale from the Loops, sauf qu'au lieu d'avoir le labo machin, hop, tu vas jouer à Johnny Maxwell et tu as 3 scénarios qui sont déjà, tu as ton bac à sable de départ avec ta problématique de départ, puis tu vois ce que font tes joueurs et tu te fais du bien parce qu'on est sur des petits trucs légers et très sympas, pas comme ce qui arrive. Voilà, pour finir, alors très sympa mais pas du tout léger. Merci la vache. Donc Neutron Tombeau par l'auteur de Passion 13, ouais, il n'était pas encore super connu à l'époque. Donc c'est chez Jeunedoux, il en reste encore quelques exemplaires et je vous conseille énormément de foutre la main dessus pendant que c'est encore disponible. J'ai toute une vidéo sur Notre Tombeau dans laquelle j'explique pourquoi c'est méga bien. Donc en fait je vais encore faire ma finale, je vais pas représenter, je vais juste vous offrir en fait la fin alternative que je sais pas si je l'ai raconté dans mes vidéos. Enfin voilà, Notre Tombeau, c'est quoi le pitch? C'est on est à Paris, il y a un tueur en série qui terrorise la ville, vous êtes capturé un soir, vous vous retrouvez coincé autour de gens aux cagoules qui vous coupent la langue, vous coupent les tendons, vous balancent dans un trou sur un charnier. Vous en sortez vivant, ils sont pas contents, ils vous courent après dans les égouts pour vous zigouiller. Sortez-vous de ça. Il y a une option de jeu, les joueurs parlent pas parce que du coup tous les personnages ont la langue coupée. Je n'ai jamais réussi à la tenir. Voilà, je pense qu'il y a des MJ doivent pouvoir. Moi, j'arrive pas à dire à mes joueurs taisez-vous, communiquez que par signe. C'est pareil, ça se passe vachement dans le noir. Tu vas pas non plus tout éteindre. Enfin, si c'est possible, pour ceux qui aiment jouer énormément sur physique, il y a vraiment des trucs à faire. Mais sinon, voilà. Et puis Notre Tombeau, en fait, va tout doucement basculer dans le fantastique, voire le fantastique apocalyptique glauque. Voilà, avec des vrais passages de Victor Hugo, on est sur les délires du Léviathan. Et puis voilà, puis il y a toute une aventure qui va vous amener. Là, je vais t'obliger de spoiler comme un bâtard parce que je propose une fin alternative. Donc si tu comptes le faire jouer parce qu'un de tes potes il l'a dans sa bibliothèque et ça fait 2 ans qu'il dit ouais c'est génial, un jour je te ferai jouer, tu te casses, tu reviens après grâce au timecode. Voilà, je prends une gorgée de café, pour une fois je mets pas la pause, je te laisse le temps de fuir, ne te gâche pas ton plaisir. Notre Tombeau, c'est un gros truc qui peut jouer en une bonne grosse soirée, un bon week-end. Ne te gâche pas ton plaisir en regardant cette vidéo jusqu'au spoil. Et si tu es encore là, c'est que tu connais déjà Notre Tombeau ou t'en as rien à foutre de te spoil. Donc, spoiler. Notre tombeau va avoir des fins, en fait, vous allez vous retrouver dans une carrière, il y a des histoires de clés à récupérer, de coffres à ouvrir. Voilà, si le MJ te prend la fin gentille, quand tu ouvres, c'est vide, mais en fait, vous pouvez quand même trouver un petit chemin pour réussir à vous enfuir, parce qu'à la fin, vous êtes coincé entre des mecs qui vous coursent avec des mitrailleuses pour récupérer les clés, plus vous débarquez dans les anciens parisiens qui sont allés vivre sous les catacombes et qui vénèrent le Léviathan, donc qui sont pas méga cool non plus. Et il faut réussir à survivre à tout ça. Avec l'option, si tu veux, tu fais apparaître le Léviathan. Enfin, je l'avais déjà fait pour des lycéens, ils avaient bien kiffé. Même si tout le monde était mort, j'étais là, oh, j'ai tous mort. Bah, c'est un film d'horreur. Mais tout ça pour dire que une des fins que j'apprécie énormément, c'est une fin à l'Utopia, au sens où les personnages qui sont balancés comme sacrifices, mais qui arrivent jusqu'à la caverne du Léviathan, sont plus des sacrifiés pour le peuple des cavernes, mais bien des élus à la prêtrise. Et donc effectivement le peuple des cavernes leur permet de ressortir. Ils font les rêves, voilà, comme dans une des options où du coup ils voient que Paris et le monde est totalement ravagé par le Léviathan. Et ceux qui arrivent à ne pas devenir complètement fous et se foutre en l'air comprennent en fait que maintenant va falloir qu'à la prochaine lune machin de l'axe cosmique, ils vont retourner là où ils ont été balancés dans le trou, mais cette fois en mode cagoule, parce qu'ils comprennent que voilà, les cagouleux, c'est pas juste des tueurs sadiques, tarés, sectaires, c'est des gens qui, comme eux, ont survécu au rituel du Léviathan, et qui doivent amener des sacrifices au Léviathan, pour que la Terre ne soit pas submergée par les eaux, par un énième, enfin voilà, pour éviter le déluge, pour éviter un nouveau déluge et l'extermination de l'humanité, ils sont obligés de choper des innocents à sacrifier au Léviathan. Donc une fin, j'ai déjà réussi à faire jouer une ou deux fois, qui est douce amère, bien glauque, qui est assez intéressante, parce que du coup
les gentils du début finissent à la place des méchants du début à la fin, tout en comprenant que ce qu'ils font, ils le font parce que voilà quoi, soit tu sacrifies 5-6 innocents en Léviathan, soit tu sacrifies l'humanité pour Léviathan. Donc du coup, bon, voilà, on va aller choper le boucher. Mais c'est pas cool. C'est pas cool. Enfin voilà, l'intérêt c'est qu'ils aient conscience de ce qu'ils font, hein, parce que sinon c'est juste on est des tarés. Enfin voilà, sinon tu joues des sectaires à Cthulhu sans aucun recul. L'intérêt c'est qu'à la fin justement ils gardent à peine voilà, assez d'humanité pour se rendre compte de l'horreur qu'ils font, mais que c'est de l'horreur nécessaire. Et on finira par un classique que je suis sûr qu'à peu près tout le monde connaît. Hop, j'ai ressorti Enquête de l'oiseau du temps, que c'est bien. Pourquoi donc je voulais en parler un tout petit peu? Bon, je spoil pas pour les 2-3 d'entre vous qui auront la chance de ne pas le connaître. C'est une tuerie du Medfan français de notre jeunesse. Ça date vraiment. C'est de Loisel et je sais plus qui. J'ai encore passé pour un con. Le Tendre et Loisel. C'est vraiment. Il y a un deuxième cycle qui est moins qui est moins super waouh. Il est pas mauvais, mais moins super waouh. Le premier cycle est seulement en 4 volumes dans à peu près toutes les bibliothèques de France et de Navarre. Et l'air de rien, c'est un vieux classique, mais c'est tellement un vieux classique que maintenant on a pas mal de jeunes qui ne le connaissent pas. C'est-à-dire si tu as la chance d'être un MJ et d'avoir à ta table des ados parce que c'est tes gosses et les potes de tes gosses, l'air de rien, tu peux aller taper dans la quête de l'oiseau du temps et son twist de fin qui casse des dents pour le proposer à tes joueurs qui seront des petits ados innocents qui ne connaîtront pas la quête de l'oiseau du temps. Donc tu vas surtout pas dire ouais en fait faut que vous lisiez ça. Tu fermes bien ta bouche, tu fais des pré-tirés, voilà, comme papa, Fifi et son petit, ce joli petit familier, le violet là qui a son petit problème au bras comme le super guerrier dont le but c'est de devenir le plus fort guerrier machin. De toute façon, tu gardes la quête identique, à savoir aller trouver l'œuf. Tu gardes le twist par rapport à la sorcière identique. Tout le reste, tu fais un peu ce que tu veux. T'es libre. Mais voilà, en proposant des pré-tirés, en disant juste vous faites ce que vous voulez, vous me gardez juste une case historique, machin c'est un papa, enfin voilà, tu leur proposes même le comment le groupe il est constitué, lui c'est l'ancien élève, lui c'est le mec qui bave, et tu leur proposes en fait cette quête, et puis à la fin tu leur mets le twist qui nous a tous retourné la tête dans la quête de l'oiseau du temps, qui fait que bon, je sais pas si c'est 20 ans ou 30 ans plus tard, mais je m'en souviens encore. Enfin, je pense que tous ceux qui l'ont lu, voilà, dans notre jeunesse, c'est une tarte. Graphiquement, de toute façon, déjà visuellement. Et puis le scénar, sous un aspect tout classique, à un moment, il boum. Voilà. C'est beau, c'est poétique, mais en plus, c'est boum. Donc oui, si tu as la chance de faire jouer des ados qui ne connaissent pas, remets-toi dans les vieux de la quête. Enfin, tu fais bien ce que tu veux, bien évidemment. Mais ouais, moi j'aimerais bien avoir des ados sous la main pour leur faire jouer la quête de l'oiseau du temps version maison, en gardant bien les twists et en ayant à l'idée ce côté, voilà, vous connaissez pas, faites-leur donc découvrir la quête de l'oiseau du temps par ça. Et puis après, bon, bah, ils ont les BD. Bon, tu leur as un peu gâché le twist de fin. C'est à toi de voir, tu fais ce que tu veux avec tes gosses. Mais voilà, si vous avez la chance d'avoir des ados qui l'ont jamais lu, ça peut être sympa de le tester. Si vous l'avez déjà testé, vous gênez pas dans les commentaires à dire ce que vous en pensez. Si vous pensez que c'est vraiment un scénar 4 gueules inadaptable, lâchez-vous aussi. Hein, c'est peut-être une idée à la con. Voilà, c'est une idée qui me traverse depuis 2-3 jours. Mais j'ai pas l'ado sous la main pour le faire jouer. Donc je dis peut-être beaucoup de merde. Sur ce, je file m'occuper de mes poussins. Et puis salut à tous et jouez bien. Salut les gens. Ah oui, puis si ouais, là, la semaine prochaine, c'est à la folie. On va avoir une interview de quelqu'un qui est déjà passé, que je le garde en surprise. On va revenir un peu sur Knock, Black Sword Hack et tout ça. Spoiler, hein, il aime ça autant que moi, si ce n'est plus, je pense. On va avoir donc les petits camicheux qui passent. On a un vieux pote de lycée à moi qui est très loin de la France, qui organise des conventions de jeux de rôle. Et du coup, voilà, lui il n'est pas dispo. Et puis il y a une madame du club qui va être disponible. Donc on va discuter ensemble de ce qu'ils font très très loin de nous, à l'autre bout du monde. Mais le jeu de rôle français à l'autre bout du monde. Et puis ouais, si j'ai le temps des gens, enfin, je vais essayer de vous popper une petite vidéo par jour. Et lundi, il y a un petit délire perso sur John Wick, grâce à la dernière série Constantine. Il me semble que c'est du bac à sable, livret clé en main pour pouvoir jouer dans l'univers de John Wick RPG. Bon, sur ce, bonne semaine à tous. Et puis voilà, vous revoyez un petit peu ma tête
tous les jours de la semaine et il y aura pas mal d'interventions la semaine prochaine. Salut les gens, tout va bien?